Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, on va regarder à Board Game 101 un jeu que j'avais supporté sur Kickstarter l'année dernière et que j'ai reçu tout dernièrement. Il s'agit de Sagrada, qui nous vient de la compagnie Floodgate Games et des concepteurs Adrian Adamescu et Daryl Andrews. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, on a donc un mode solo à l'intérieur du jeu et une partie dure environ de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points en construisant un magnifique vitrail de cathédrale à l'aide de dés qu'on va recruter à chacun de nos tours. Donc côté mécanique de jeu, on a évidemment du recrutement de dés, on a un certain nombre de dés disponibles à chacun des tours qu'on va lancer et on va aller les recruter un par un et les placer sur notre vitrail. Évidemment, on va avoir des contraintes de placement sur notre vitrail, on ne peut pas les placer n'importe où et dépendamment de comment on veut les placer aussi, on va essayer d'accomplir des objectifs publics et un objectif privé pour marquer le plus de points possible pour remporter la partie. On va aussi avoir une mécanique de collection d'ensemble, justement pour faire les différents objectifs. Donc on va essayer de ramasser, exemple, des dés d'une certaine couleur ou de placer les dés d'une certaine façon pour essayer de marquer des points avec ces objectifs-là. Donc Sagrada, je vous montre comment ça joue, puis ensuite je vous dis ce que j'en pense. Au début de la partie, chacun des joueurs va recevoir un plateau de jeu individuel sur lequel tout à l'heure on va insérer une carte de vitrail qu'on va essayer de construire durant la partie. Par la suite, chacun des joueurs va recevoir une carte d'objectif secret qu'il ne montrera pas aux autres joueurs, donc qui va correspondre à une couleur de dés qu'on va utiliser pendant la partie. Donc dans la partie, on a 5 couleurs de dés, et mon objectif ici avec les dés bleus, donc ça veut dire qu'à chaque dé bleu que je vais avoir sur mon vitrail à la fin de la partie, on va marquer des points pour le nombre qui est inscrit sur la face supérieure du dé. Donc ce dé-là marquerait 6 points avec mon objectif privé. Donc le joueur va le garder secrètement des autres joueurs. Ensuite, les joueurs vont recevoir 2 cartes de vitrail. Chacune des cartes est recto-verso. Donc le joueur, dans le fond, a une possibilité entre 4 vitraux qu'il va devoir choisir pour insérer dans son plateau qu'il va essayer de faire pendant la partie. Les vitraux ont des niveaux. Donc le nombre de petits ronds ici, c'est la difficulté. Donc ici, le niveau 3, niveau 5. Plus le niveau est élevé, plus on a des restrictions avec les couleurs et les chiffres qui sont inscrits sur le vitrail. Plus on a des difficultés, plus on va recevoir de jetons de faveur qu'on va pouvoir utiliser pour activer les cartes d'outils qui peuvent nous aider pendant la partie. Comme on a notre objectif secret avant de choisir notre carte de vitrail, bien là on sait qu'on doit placer des dés bleus pour marquer des points. Donc le joueur pourrait prendre une carte vitrail qui a beaucoup de dés bleus comparativement à celle-là. Donc il va ensuite la choisir et va aller l'insérer dans son plateau comme ceci. Et il va essayer de tenter de construire son vitrail pendant la partie. Par la suite, comme il y avait une difficulté 5, il va recevoir 5 jetons de faveur. Chacun des joueurs va recevoir un jeton de couleur pour s'identifier sur la piste de score à la fin de la partie qui est au verso de la piste de tour de jeu. Donc pour l'instant, on va la placer de ce côté-là. On voit qu'on a 10 tours de jeu dans une partie de Sagrada et qu'à la fin de chaque tour, on a un dé qui va être choisi par personne et qu'on va tout simplement venir placer sur le numéro du tour qui vient de se terminer. Alors à la fin de la partie, au fur et à mesure que ça avance, après les 10 tours, on va passer au décompte final. Par la suite, on va placer sur la table 3 cartes d'outils qu'on va utiliser pour la partie. Les autres ne seront pas utilisées. Donc ça fait un petit peu de variété entre les parties. Les outils sont des cartes qu'on peut activer leur pouvoir soit pour monter la valeur des dés ou descendre la valeur des dés, faire des déplacements avec nos dés sur nos vitraux, ou tout simplement aller chercher des dés dans la piste de tour de jeu, faire des échanges de dés. On a même certaines cartes aussi qui peuvent me permettre d'ignorer les restrictions de couleurs et de placement de chiffres sur mon vitrail. Donc les cartes outils peuvent être très pratiques, surtout vers la fin de la partie lorsqu'on commence à avoir moins d'options à placer nos dés. Pour activer les pouvoirs de ces cartes-là, à notre tour de jeu, on va placer un de nos jetons de faveur sur une carte pour l'activer. Si on a déjà un jeton sur la carte, alors on va devoir en placer 2. Donc si je veux retourner ici au tour d'après, ça va encore me coûter 2. Les jetons de faveur qui ne sont pas utilisés en fin de partie vont aussi donner un point aux joueurs. En plus de leur objectif privé pour marquer des points, les joueurs vont avoir accès à 3 objectifs publics qu'on va placer sur la table, disponibles pour tous les joueurs. Chacun des joueurs peut accomplir ses objectifs publics et on peut même les accomplir plus d'une fois. On peut avoir par exemple ici pour chaque paire de 1 et 2, on va marquer 2 points. Pour chaque colonne avec des chiffres différents, on va marquer 4 points. Pour chaque rangée avec les 5 couleurs, on va marquer 6 points. On pourrait même avoir
d'avoir des diagonales de la même couleur pour marquer un certain nombre de points. On peut avoir un ensemble des 5 couleurs pour marquer 4 points. Ou on pourrait avoir aussi d'avoir un ensemble des 6 chiffres pour marquer 5 points. Finalement, on va placer tous les dés dans le sac et on va déterminer le premier joueur qui sera le dernier joueur à avoir été visiter une cathédrale. On va lui donner le sac de dés et on est prêt à commencer la partie. On va faire un exemple à 3 joueurs. Donc mon joueur bleu est le premier joueur. Il va prendre la poche de dés et va aller chercher un certain nombre de dés selon le nombre de joueurs. On va toujours choisir 2 dés par joueur plus 1. Donc dans notre cas ici, on va aller chercher 7 dés dans le sac de dés. Et ensuite, on va les lancer. Et les résultats obtenus, mais on va placer les dés. Et ce sera les dés qui vont être disponibles pour le tour 1. À son tour de jeu, un joueur peut aller recruter un dé et le placer sur son vitrail. Il peut aussi décider d'activer une carte d'outil en dépensant des jetons de faveur. Lorsqu'on va venir placer un dé, il faut évidemment qu'il puisse rentrer sur notre vitrail. Donc ça se peut qu'en fin de partie, on ait à passer notre tour, qu'on ne peut pas placer aucun des dés. Pour placer nos premiers dés sur le vitrail, on doit le placer dans une des cases des coins ou une case qui est dans la bordure extérieure de notre vitrail. Ça va être important car tous les autres dés par la suite devront être placés adjacents aux dés déjà placés, diagonales comprises. Donc des fois, même commencer dans un coin, ça me laisse un petit peu moins d'options que si je commence ici, ensuite les autres dés vont pouvoir être placés autour. On a aussi des restrictions sur notre vitrail, donc si j'ai des cases de couleur, je suis obligé de placer un dé de cette couleur. Donc ici, je peux obligatoirement placer un dé bleu. Je peux avoir des restrictions avec les chiffres, donc ici, je dois placer un dé qui a un 3, ici un dé qui a un 1, un dé qui a un 6, etc. En plus de ces restrictions-là, lorsqu'un dé sera placé, donc par exemple, si je place ce dé-là ici, les dés autour suivants qui seront placés, donc ici, je ne pourrai pas placer de dés de la même couleur. Donc, je ne pourrai pas placer un dé bleu ici, ici et ici. Mais les diagonales ne comptent pas pour la restriction des couleurs. Même chose avec les chiffres. Donc, si je place mon 3 bleu ici, je ne pourrai pas placer de dés qui ont le même chiffre autour. Donc, je ne pourrai pas placer de 3 ici, ici ou ici. Et encore là, les diagonales ne compteront pas. Alors, ça serait vraiment une mauvaise idée de placer mon 3 bleu ici, parce que je ne pourrai jamais placer mon 3 ici, donc cette case-là va rester vide le reste de la partie. Et si j'ai des cases vides en fin de partie, on va perdre 1 point par case vide. Alors, pour éviter de se bloquer, on va tout simplement le placer ici. Ensuite, ça va être au joueur suivant qui va faire la même chose. Donc, il pourrait prendre le dé mauve qui est ici et le placer dans le coin. Le joueur suivant pourrait prendre le dé vert et le placer ici. Et là, pour le deuxième dé qu'on va choisir dans notre tour, on va faire l'ordre de tour inverse. Donc, le dernier joueur va choisir son dé en premier. Donc là, il pourrait prendre le dé bleu et le placer ici en diagonale à celui-là. Donc, il est obligé de le placer soit ici, ici, ici ou là. Comme c'est un 3, là, on va le placer ici pour aller avec la restriction du plateau. Ensuite, on va dans le sens inverse. Donc, c'est le deuxième joueur qui va choisir son deuxième dé. Donc, on va aller placer son dé jaune ici. Et mon premier joueur, lui, va avoir le dernier choix pour le tour de jeu. Donc, il doit prendre un des 2 dés restants. Donc là, il doit le placer autour du dé qui est ici. Donc ici, il me faut un 6. Je ne peux pas prendre aucun des 2 dés. Ici, il me faut un dé bleu. Ici, il me faut un 2. Ici, il me faut un 1. Mais j'ai une case blanche ici, donc je pourrais prendre le 5 rouge et le placer ici. Le dé restant va être placé sur la piste de tour de jeu pour marquer qu'on vient de finir le premier tour de jeu. Par la suite, le premier joueur va prendre le sac de dés, va le donner au joueur suivant. Et ensuite, le joueur suivant va aller sortir 7 dés, les lancer, et on va continuer le deuxième tour de jeu jusqu'à temps qu'on se rende à 10 tours de jeu. Lorsqu'on arrive au 10e tour de jeu, la partie se termine. On va alors enlever les dés en retournant ce plateau de l'autre côté pour la piste de score. Donc les joueurs vont prendre le petit jeton de couleur qu'ils vont pouvoir placer pour compter les points. Donc ici, j'ai mon vitrail final. On va commencer par compter les points de mon objectif privé, qui étaient les dés bleus. Donc chacun des dés bleus, on va additionner les valeurs des chiffres. Donc 6 plus 4, 10, 13, 18, 20. Donc je fais 20 points avec mon objectif privé. Donc je vais lancer mon jeton sur le 20 points.
Par la suite, on va regarder les objectifs communs. Donc ici, je dois avoir des rangées des 5 couleurs. Donc ici, j'ai 2 rouges, ça ne fonctionne pas. Ici, j'ai 2 bleus. Ici, ma rangée n'est pas complète. Et ma 5e rangée, je l'ai réussi. Donc je vais marquer 6 points. Donc on est rendu à 26. Pour ici, l'objectif d'avoir dans une colonne 4 chiffres différents. Donc ici, la colonne n'est pas complète. Ici, j'ai 2, 5, ça ne fonctionne pas. Ici, j'ai 4 chiffres différents, donc ça me fait 4 points. Par la suite, ici aussi, j'ai 4 chiffres différents, un autre 4 points. Donc on peut marquer un objectif commun plusieurs fois. Et ici, ma colonne n'est pas complète. Et le dernier objectif commun, pour chaque paire de 1 et de 2, on fait 2 points. Donc ici, j'ai un 1 et un 2 une fois, un 1 et un 2 une autre fois, et un 1 et un 2 une troisième fois. Donc j'ai 3 paires, donc 3 fois 2, 6 points. Donc ça arrive à un total de 40. Par la suite, chaque jeton de faveur restant en fin de partie vaut 1 point, donc 42. Et chaque espace vide sur mon vitrail va m'enlever 2 points, donc je reviens. Et ça me fait un total de 40. Si jamais les joueurs dépassent 50, mais ils peuvent retourner leur jeton sur le petit 50 et continuer à compter les points. Donc, mon score total serait de 40 points. Donc le joueur qui a le plus de points va remporter la partie. Si jamais on a une égalité, donc ça va être le joueur qui a le plus de points de l'objectif privé. Par la suite, si l'égalité persiste, c'est le joueur qui a le plus de jetons de faveur restants. Et sinon, c'est l'ordre de tour de jeu inverse. Et là, c'est sûr qu'on va avoir un gagnant. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Sagrada. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Sagrada? Mais si on regarde les composantes puis le côté artistique du jeu, je pense que ça apparaît tout de suite que c'est un jeu qui est très attrayant. Donc le vitrail là, sur la boîte du jeu, très coloré. C'est un jeu que ça tape à l'œil, donc c'est vraiment beau de regarder ça. Je pense qu'ils ont misé beaucoup là-dessus aussi pendant la campagne Kickstarter, comme beaucoup de jeux d'ailleurs sur Kickstarter. Ils ont fait un beau jeu. On peut vraiment pas leur enlever ça. Les composantes, donc les plateau là, de personnel de jeu là. Donc c'est super beau, le vitrail en haut, on aurait pu faire juste la partie du bas puis placer les dés ou les cartes comme ça qui s'insèrent dedans, c'est aussi vraiment cool. Tes dés restent en place pendant la partie, donc c'est vraiment du beau matériel. Les cartes, c'est vraiment de bonne qualité. Les dés, des beaux petits dés colorés aussi, il y en a 90 dans le jeu. Le sac, je pense que c'est une exclusivité Kickstarter aussi qui est vraiment bien. On a même un petit sac pour les jetons de faveur. Donc, toute la qualité là, des dessins, les couleurs, tout ça, le matériel, c'est vraiment A1. C'est vraiment magnifique. Par la suite, pour le jeu en tant que tel, donc la complexité du jeu, c'est un jeu relativement simple. La compagnie l'étiquettait aussi comme un jeu familial, donc je pense qu'ils ont atteint leur objectif de viser un petit jeu familial, pas trop compliqué. Il n'y a pas grand chose qui score des points dans le fond. J'ai mon objectif privé qui est ramasser des dés d'une couleur le plus possible pour marquer des points. J'ai les 3 objectifs communs que j'accomplis 2-3 fois chacun à peu près maximum dans une partie. Puis je vais avoir les pénalités sur mes cases qui sont vides. Puis des jetons de faveur s'il m'en reste, ça va donner un point. Donc il n'y a pas tant de choses que ça à considérer quand on joue. C'est sûr que c'est un genre de mini casse-tête de placer nos dés. Donc, si on joue avec des enfants, peut-être leur donner des cartes comme ça de niveau 3, là, qui ait moins de restrictions, que ça soit un petit peu plus agréable pour eux autres pour apprendre le jeu. Donc, je pense que c'est bien. Quelqu'un qui veut plus de défis, ben, on y va qu'une niveau 6, qui a un paquet de restrictions, puis on va se casser la tête un petit peu plus. Fait que ça peut peut-être donner une chance si on joue avec nos enfants. Ben, moi, je prends un numéro 6, puis mon enfant, mais je lui donne un numéro 3. Il va avoir un petit peu moins de complexité et je pense qu'il va s'amuser aussi à apprendre ça. Pour les comparaisons, c'est sûr que moi, je l'ai eu dans le même mois que le jeu Role Player. Donc, c'est 2 jeux qui se ressemblent beaucoup. 2 jeux où on va recruter des dés, on essaie de les placer sur une espèce de grille pour faire un personnage de Donjon Dragon. Donc, je pense que Sagrada, c'est la version plus légère, c'est la version plus familiale d'un jeu de ce type-là. Tandis que Role Player, qui est une version un petit peu plus complexe, un petit peu plus pour les gamers aussi. Bon, c'est sûr que la thématique de faire un personnage aussi, c'est attire une certaine les fans de Donjon Dragon, évidemment, qui vont être attirés par ce jeu-là, les gens un peu plus gamers qui sont plus dans cet univers-là, puis un peu plus de complexité au niveau, à chaque fois que je place un dé, ça va me donner un pouvoir, puis je vais pouvoir déplacer mes dés, tout ça. Donc il y a beaucoup plus de variables à penser dans un role player. Fait que dans Sagrada, vous ne casserez pas trop la tête, vous allez placer vos dés, vous avez des petites restrictions pour les couleurs, les chiffres, puis c'est pas mal ça, vous faites des objectifs communs.
Je pense que le jeu aurait pu être mieux au niveau des objectifs. Les objectifs publics, je trouve ça super le fun, cette mécanique de jeu-là, d'avoir des objectifs communs. Donc tout le monde, on voit ce qu'il essaie de faire un petit peu. Fait que des fois, je peux les bloquer. Si je vois qu'il manque telle couleur sur sa rangée, ben là, je peux aller prendre cette idée-là au lieu d'un autre pour le bloquer, l'empêcher de réaliser l'objectif commun. Fait que ça peut faire un petit peu d'interaction, de savoir ce que l'autre veut s'en aller. L'objectif caché, il n'est pas tant caché que ça, parce qu'à un moment donné, ça finit par paraître. Si je vois tout le temps des 6 ou des 5-6 de ma couleur, ben c'est sûr, je vais aller les prendre. C'est beaucoup de points, là. L'objectif privé, fait que les autres, c'est sûr qu'à un moment donné, ils vont se rendre compte de la couleur que j'essaie de ramasser. Là. Ça, c'est plus trop caché, dans le fond. Puis c'est le seul objectif caché, en fait. Fait que ça devient un peu la même chose d'avoir le bleu, le vert, le mauve, le jaune. Les autres joueurs ont fini par le savoir. Je pense que ça arrête. C'est plus le fun d'avoir d'autres sortes d'objectifs cachés qui soient différents de juste ramasser des dés d'une couleur. On aurait pu se forcer à ce niveau-là, faire des objectifs qui sont différents. On pourrait peut-être essayer de faire une variante où on met des objectifs publics sur la table, puis on pourrait donner 1 ou 2 objectifs publics aussi cachés aux joueurs, en plus de leur objectif privé de couleur. Fait que je pense que ça rajouterait un petit peu plus de suspense dans les parties, là, de faire ça comme ça. Fait que je pense qu'on aurait pu créer un petit peu plus d'objectifs différents, ou on aurait pu créer des espèces d'objectifs à court terme. Donc exemple, si tu places 3D vert en diagonale, ben tu fais cette carte d'objectif-là, tu marques tout de suite 3 points, puis après ça on l'enlève, puis tu gardes la carte d'objectif, puis ça te donne des points pour la fin de la partie. Donc des genres d'espèces de quête là, à court terme qu'on aurait pu réaliser, ça aurait pu être quelque chose qu'on aurait pu ajouter là, pour améliorer un petit peu l'expérience de jeu. Mais sinon, c'est un jeu qui reste quand même très bien, très le fun, très beau visuellement. Donc, je vais lui donner une note de C comme appréciation. Donc, un jeu pour moi qui est correct, qui est vraiment peut-être un peu trop léger pour moi. Je m'attendais peut-être à plus. Donc, le côté objectif m'a déçu un peu du jeu, donc je m'attendais à mieux de ce côté-là. Puis c'est aussi ce qui se démarquait là, des autres jeux comme ça, c'est d'avoir un système d'objectifs que je trouvais vraiment cool. Fait que je pense que ça serait à retravailler un petit peu pour essayer d'améliorer le jeu. Mais pour le reste, un jeu qui est vraiment beau, vraiment du beau matériel. Pour initier des gens, donc, comme jeu d'initiation, je pense que c'est un super bon jeu pour faire du recrutement de dés, tout ça. Donc vraiment bien pour initier, jouer en famille. Donc je pense que la compagnie ont bien visé. C'est peut-être moi qui avais des attentes un petit peu trop hautes avec ce jeu-là. Ce qui fait que je lui donne une note de C. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire ici avec le petit bonhomme dans le coin. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Vous pouvez aller visiter notre site web à passionboardgame.com. Et moi, je vous dis à la prochaine et continuez de gamer.